Ok, donc je vais démarrer. Donc ce soir, je vais parler des mécaniques avancées de la draft. Des choses que quand on draft la première fois, les premières fois, on fait vraiment pas attention à ça. Généralement, quand on draft les premières fois, on se concentre à faire son deck et juste son deck, essayer de voir toujours la meilleure carte, et on va pas beaucoup plus loin dans la réflexion. Alors qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans la draft, dans le vrai draft, c'est qu'il y a 8 personnes à une table, et que chaque choix que vous allez faire va impacter le choix des 7 autres personnes à la table. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est pas spécialement compris par les joueurs débutants ou intermédiaires. Même intermédiaires, hein, il y a des joueurs intermédiaires qui n'ont aucune notion de ça. C'est des choses que vous allez apprendre à faire en draftant. Et si vous regardez régulièrement mes streams quand je joue à X, vous voyez que mes stratégies de draft changent en fonction de la draft et qu'il y a plusieurs façons de drafter en fait. Donc je vais commencer déjà par une première chose, parce qu'on m'a souvent demandé, donc je vais le faire tout de suite. Les proportions d'un deck, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, donc ça c'est le côté débutant, c'est pour partir en douceur. Les proportions d'un deck en draft, les voici. Donc les shards entre 16 et 18, il y en a qui peuvent pousser à 15 shards. Je déconseille quand même le 15 shards. Je déconseille. C'est possible de partir à 15 shards, mais c'est quand même assez dangereux. Cartes non-troupes entre 5 et 9, les troupes entre 14 et 20. Donc ça, y a pas de vraies règles en fait. Je dirais que le nombre idéal c'est 6 ou 7. Tout dépend de la qualité des cartes non-troupes, tout dépend de la volonté de votre deck, la ligne de jeu de votre deck. Si c'est un deck qui est aggro, il n'a pas besoin d'un milliard de tricks combat, il a besoin de beaucoup de bêtes, quelques tricks combat pour prendre l'avantage, et puis ça devrait aller. Si au contraire vous avez beaucoup de bêtes qui sont lentes, par exemple des drop 4, des drop 5, des drop 6, il se peut que vous ayez beaucoup moins de créatures et beaucoup plus de sorts pour atteindre ce stade où vos créatures vont prendre le board et stabiliser et prendre la partie. Mais grosso modo c'est ça les proportions, hein. On va rarement s'éloigner de ça. Très rarement s'éloigner de ça. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite intro parce que bon, encore une fois on me l'a demandé beaucoup de fois, donc rappelez-vous de ça, c'est une très bonne base. C'est une très bonne base. Ok, alors on enchaîne. C'est lequel? Voilà, les diverses méthodes. Il y a plusieurs façons de drafter en fait. Alors, je vais vous interroger, je vais essayer de faire participer le chat pour voir si vous vraiment comprenez, et puis peut-être que certains savent, oh, je vais y arriver, c'est dur. Hein. Donc, la première chose, c'est drafter la value. Qu'est-ce que ça veut dire drafter la value à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire drafter la value? C'est d'ailleurs la chose qu'il faut faire quand on débute en draft. Je crois que il y a quelques viewers d'ailleurs qui l'utilisent souvent, genre Pandaren est quelqu'un qui draft la value. Je le sais de ce qu'il me raconte. Non, je parle pas. Alors là, on va écarter le côté économique. Je parle pas du tout d'argent, de valeur de carte là. C'est pas drafter rare. Mettez ça de côté. Là c'est une émission pour gagner les drafts. C'est pas drafter rare. Quand je parle de value, je parle de la value de la carte. Intrinsèque, dans le jeu. Drafter la value, ça veut dire à chaque fois, en tout cas dans les premiers packs, drafter la meilleure carte possible. C'est-à-dire que dans votre tête, et d'ailleurs il faut savoir par exemple que dans le cercle des professionnels, dans les joueurs professionnels, il y a des grilles. C'est-à-dire que les joueurs ont dans leur tête un classement de toutes les cartes disponibles draftables. Et je déconne pas quand je dis ça. Hein. Et généralement, il y a des joueurs qui se collent à ce plan et qui disent ok, moi, les 4 premiers picks, je draft les meilleures cartes, point barre. C'est-à-dire qu'ils font comment dire, des groupes de tests. Nous, c'est comme ça moi, c'est comme ça que je faisais. On fait des groupes de tests, on fait des drafts, on fait des drafts entre nous. Et à la fin, on discute entre nous du classement des cartes, plus ou moins, de la priorité des cartes, de la puissance des cartes dans le format. Et donc, après, on testait, je vous parle d'expérience, on testait quand on allait faire des drafts, donc là c'est sur Magic, mais c'est applicable à X, quand on allait faire des drafts dans la région, on disait, ok, on draft la value, point. Parce qu'on va voir si cette méthode fonctionne dans ce format-là. Il y a des formats entiers où drafter la value sera toujours meilleur que drafter les synergies.
ou drafter, ou l'inverse d'ailleurs. Il y a des blocs entiers dans Magic, des blocs de draft. Là, on connaît pas ça dans X parce qu'on connaît qu'un certain pool de cartes. Mais il faut savoir qu'avec le pool de cartes disponible, drafter value est plus ou moins rentable. Sur X, drafter la value marche plutôt bien dans ce bloc pour le moment. Hein, mais quand ça va tourner, quand le bloc 1 va partir un jour, ou alors quand le bloc 3 va arriver et va s'ajouter au draft, peut-être que drafter la value sera moins fort, il faudra plutôt drafter les synergies. Généralement, quand un pool de cartes est réduit, quand on a accès qu'à une ou deux éditions pour drafter, généralement, je dis bien, drafter la value est jamais une mauvaise méthode. Hein, donc, voilà, ça c'est la première méthode. Drafter la value. Drafter la valeur des cartes intrinsèques. C'est-à-dire par la valeur en gold, je parle de la valeur en jeu. Deuxième façon de drafter, j'ai marqué forcer un archétype. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'attends quand même vos retours. Forcer un archétype, c'est savoir qu'un archétype est fort, savoir qu'un archétype a assez de profondeur dans le pool de cartes pour qu'il y ait plusieurs personnes à la table qui draftent la même chose. Typiquement dans X humain. Dire, si vous partez dans humain, c'est très rare que vous puissiez pas avoir un jeu humain à la fin, quoi. Parce qu'il y a tellement de bons humains que vous allez forcément vous en sortir. Hein. Forcer un archétype, par exemple, tout à fait, c'est drafter un Queensguard. Ça veut dire que vous savez que vous voulez drafter humain, il y a un Queensguard qui pop, vous allez drafter humain. Mais ça, c'est encore différent, chaîne, parce que l'action de pick le Queensguard, c'est se commit dans humain. Mais tu peux le forcer en toi, en allant chercher humain. Tu peux aussi le forcer en privant tous tes autres picks, tous les autres joueurs, de pick humain. Je vais illustrer tout ça avec des exemples un petit peu après. Mais il y a deux choses différentes. Entre forcer un archétype et se commit, c'est deux choses différentes, c'est deux choses qui arrivent à des moments différents. Donc forcer l'archétype, c'est se dire avant la draft, ok, je veux drafter ça. Et je vais drafter ça. Point. En gros, c'est l'exercice que j'ai fait quand j'ai présenté les divers drafts Bunoshi et compagnie. À la fin, je devais faire un draft Bunoshi. Et je m'en sortais quand même relativement bien. Je crois que de toutes les émissions, j'ai fait 4 émissions. J'ai fait une victoire, une finale, un truc comme ça. Et puis des erreurs, mais ça s'était plutôt bien passé. Quand vous forcez un archétype, vous devez vraiment avoir une parfaite connaissance de cet archétype-là et de la value des cartes. Parce que quand vous forcez un archétype, vous allez vraiment devoir pick la meilleure carte de votre archétype à chaque fois. Quelquefois vous allez avoir des choix très compliqués, vous allez vouloir partir ailleurs, il ne faudra pas. C'est-à-dire que si vous mettez en tête, je draft Arthos, et que vous êtes sûr et certain qu'Arthos peut avoir une certaine profondeur, alors vous restez sur Arthos. Sur X, je pense que le seul deck qui peut se permettre ça, qui peut se permettre de vraiment forcer, c'est humain. Les autres c'est très compliqué quand même, parce que vous pouvez vraiment avoir des erreurs. Et quelquefois, même humain, c'est pas si facile que ça. Mais voilà, le deck, l'archétype le plus propice dans X à être forcé, c'est humain. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui forcent humain. J'ai vu ton kill de forcer humain de façon outrageante il y a 2-3 jours. Et le pire, c'est qu'il faut savoir que les gens le font inconsciemment. Hein. Il y a des gens qui le forcent sans le vouloir. Ils se disent, je suis tellement à l'aise avec humain que de toute façon, je vais prendre humain. Mais il y a des gens qui disent, ok, je vais drafter humain. Voilà. Ensuite, le float. Qu'est-ce que ça veut dire le float? J'ai utilisé le terme il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire drafter en float? Alors, bon déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire drafter en float? Et quand est-ce qu'on peut se le permettre? Quand est-ce qu'on peut pas se le permettre? Est-ce que quelquefois on n'est pas obligé de float en fait? Etc. etc. Non. Le float, ça veut dire que vous n'allez pas vous commit, vous n'allez pas choisir un archétype, vous allez prendre des cartes qui sont pas forcément les plus puissantes dans un pack, mais qui par contre vont pouvoir aller dans plusieurs archétypes différents. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple tout con, le pyro, la 3-1. Le pyro est un pic humain, on est d'accord. Mais il n'empêche que ce pyro, vous pouvez le jouer dans n'importe quoi, ça va fonctionner. Vous pouvez le jouer dans Bunoshi, vous pouvez le jouer dans vert rouge, vous pouvez le jouer dans un blanc rouge qui est pas forcément humain, vous pouvez le jouer dans noir rouge qui est orc. Un pic comme pyromancer ne vous engage à rien, donc vous pouvez le prendre, même s'il y a, je vais vous donner un exemple après, mais si vous avez le choix entre un Gawain et un pyro, certains vont prendre le Gawain et vont partir humain. C'est-à-dire que quand vous piquez Gawain, vous vous committez un petit peu plus vers humain. Quand vous prenez pyro, vous êtes beaucoup plus large après.
Hein, parce que le pyro va se marier avec divers archétypes bien mieux que le Gawain. Le Gawain, vous n'allez pas faire un vert blanc rouge, vous n'allez pas faire un blanc noir Gawain. Vous allez vous commit quand vous allez, c'est le terme d'après, vous allez vous commit quand vous prenez Gawain. Quand vous prenez pyro, vous allez float un petit peu, vous allez dire ok, je prends des cartes qui sont bonnes, hein, forcément faut pas prendre des mauvaises cartes. Je prends des cartes qui sont bonnes, pas forcément les meilleures du pack, mais ça va vous permettre d'attendre, de voir ce qui se passe à la table, de voir ce qui est open et ce qui est pas open, et de se décider après. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas mal en ce moment, si vous regardez un petit peu mes drafts. Je l'ai fait pas mal de fois, notamment, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 jours, j'avais commencé une draft, j'avais drafté 2 charges Hulk alors que j'avais des meilleurs picks, et au final, à la fin, j'ai réussi à identifier qu'est-ce qui était open, qu'est-ce qui n'était pas, et j'ai fait un deck pile poil tout ce qu'il fallait parce que tout était open après. Parce que j'avais réussi à identifier ce qui était open et ce qui n'était pas, et je m'étais gavé derrière. Alors justement, ça arrive derrière, utiliser et émettre des signaux. Alors ça c'est très important. Et c'est quelque chose qui est vraiment niveau avancé en draft. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser et émettre des signaux en draft? C'est un truc que je fais très souvent. D'ailleurs, en anglais on dit que c'est des tells, c'est comme au poker. Qu'est-ce que ça veut dire? Émettre et utiliser des signaux en draft. C'est plus compliqué que ça, émettre et utiliser des signaux. La première chose, on va commencer par le côté émettre. Émettre un signal. C'est quelque chose que je fais souvent quand, par exemple, on va ouvrir un pack où il y a 3 bonnes cartes vertes, une carte humaine, et puis après 3-4 cartes de chaque archétype. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2-3 cartes artefacts, 2-3 cartes humaines, 2-3 cartes noires, et il y a une seule bonne carte verte. Qu'est-ce qui se passe si je prends la seule carte verte jouable? Quand le pack arrive au mec à gauche, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, humain c'est open, parce que j'ai 3 cartes humaines. Il se dit, ok, noir ça a l'air d'être open, mais vert c'est pas open. Donc le mec dans sa tête, il va pouvoir se dire, ok, moi j'ai pas intérêt à piquer du vert ou quelque chose qui va se marier avec le vert, j'ai plutôt intérêt à aller sur un archétype qui est à l'opposé du vert, genre par exemple humain ou artefact. Hein, même prendre le noir pour lui est pas forcément bon, parce que vert-noir est une association qui est très bonne. Donc si vous avez un pack que vous privez de vert, vous allez pouvoir forcer plus ou moins la main au mec qui est à gauche. C'est ça, émettre un signal. Utiliser un signal, c'est quand vous recevez ce pack, vous recevez un pack, il n'y a aucune bonne carte verte. Genre on est au 3ème, 4ème pick, il n'y a aucune bonne carte verte, par contre vous voyez 3 cartes humaines, et vous voyez 2 cartes noires, vous voyez 3 cartes artefacts. Qu'est-ce que vous vous dites? Et là vous dites que les mecs qui viennent vous passer le pack, ils draftent vert. Point. Et que jusqu'à la fin de ce pack, et puis le pack, si c'est le premier pack, le 3ème pack, quand ça va revenir, ces types-là, ils vont encore vous passer tout ce qui n'est pas vert. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous avez aucun intérêt à partir sur du noir quand c'est comme ça, quand vous avez encore le choix. C'est ça l'intérêt de float. C'est-à-dire que si vous arrivez à float sur des cartes qui sont bonnes dans tous les archétypes et que vous arrivez à lire après ce qui se passe, vous allez pouvoir vous gaver en cartes parce que personne va les vouloir de votre côté. Voilà, alors là Shaden dit quelque chose de très juste. Le défaut d'utiliser et d'émettre les signaux, c'est que c'est valable quand vous avez des bons joueurs à la table. Si vous avez des joueurs qui débutent à la table, ça casse tout. Genre, il suffit que 2 personnes draftent rare à la table. Alors là, les signaux, ça veut rien dire. Hein. Genre, moi j'ai déjà vu des Gawain revenir. Et là, tu sais, quand tu vois un Gawain qui wheel, c'est-à-dire qu'il fait tout un tour, tu dis, ok, ça draft rare. C'est pas possible autrement. Vous voyez? Donc, mais on peut quand même identifier ça. On peut identifier quand il y a des trucs comme ça. À ce moment-là, si on identifie qu'il y a une table qui draft rare, et ben on draft la value. Normal. Mais si on voit que par exemple, je suis 2ème pick, la draft arrive, la rare arrive, je veux dire c'est mon 2ème pick, la draft arrive. Pour je suis 2ème pick, la rare arrive, ça veut dire que le mec qui vient de me passer la carte, il draft pas rare, on est d'accord. Ça veut dire que la plupart du temps, les signaux que je vais avoir de lui, je pourrais les regarder, je pourrais les utiliser. Donc évidemment ça demande beaucoup de mémoire, beaucoup de concentration, et ça demande de connaître un petit peu les joueurs qui sont là à votre table. Moi quand je rentre dans une draft et que je connais aucun nom, j'essaye pas trop d'émettre des tels. Par contre j'utilise des tels. C'est-à-dire que quand vous utilisez des signaux, c'est toujours très bon.
Par contre, essayer d'émettre des signaux à des gens qui vont pas les comprendre, ça ne sert à rien. Voilà. Donc vous voyez, là on rentre dans des choses un petit peu plus complexes, mais c'est très très important en fait de comprendre que quand vous allez arriver à une table où les gens savent jouer, vous allez voir à quel point les decks des 8 joueurs vont être meilleurs en fait. Parce que tout le monde va comprendre ce que l'autre draft. Si vous êtes assez bon en draft, vous êtes quasiment capable de dire ce qui est drafté à votre gauche et à votre droite. Hein. Ok. Et donc dernière chose, le terme de commit. Qu'est-ce que ça veut dire ce commit? Qu'est-ce que c'est un pick qui vous commit? C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter en début de draft. S'engager de manière dangereuse. C'est comme au poker d'ailleurs. Le terme existe aussi au poker. Ce commit, ça veut dire pique une carte qui va vous fixer sur votre choix de couleur. Typiquement, vous draftez Queen's Guard, vous allez être fixé en humain, tricolore, point barre. Vous draftez un Cut Blood, vous êtes collé à bleu-rouge, point. Vous allez drafter un... Je sais pas, vous allez drafter un... Comment ça s'appelle? Un Snapdragon, le 2-5 là qui devient létal, garde céleste. Vous êtes quasiment obligé de partir sur très 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 vert. Sinon ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça vous commit dans votre archétype et dans votre couleur. C'est-à-dire à partir du moment où vous piquez ça, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que quand vous piquez ça, vous savez ce que vous allez jouer. Il faut essayer, soit vous le faites très 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 tôt, et vous avez de la chance, alors là c'est les nuts, soit il faut essayer de le faire le plus tard possible. Si vous avez le choix entre deux cartes de même puissance, mais une qui vous commit moins que l'autre, prenez celle qui vous commit le moins. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces méthodes de draft, sur cette terminologie de draft? Est-ce que vous avez des questions à ce propos? Est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus loin, que je réexplique? Parce que peut-être je ne suis pas très très bien exprimé, j'avoue que je suis un peu fatigué à voir. Je peux reprendre n'importe lequel de ces termes si vous voulez plus de clarté. Ou est-ce que c'est bon? De toute façon, après, je vais donner des exemples. Hein. Il va y avoir des exemples derrière, ne vous inquiétez pas. À partir de quel tour c'est le point de non-retour? La moitié du deuxième pack. Tout simplement, vraiment la moitié, quoi. Même à la fin du premier tiers, quoi. Genre, premier pack plus 4 ou 5 pics, tu dois être fixé. Si t'es pas fixé, c'est que c'est très dangereux, là. C'est que tu dois le faire bientôt. Un petit peu moins d'un pack et demi. C'est pour ça que c'est dangereux de float, parce que quelquefois on flotte tellement qu'on sait pas ce qu'on va jouer à la fin. C'est-à-dire que si vous faites du float et qu'il y a trop de drafts rares et que les tels vous disent des choses et pas d'autres, à un moment donné il faudra vous décider. À un moment donné il faudra le forcer. C'est-à-dire que vous allez devoir malheureusement laisser tomber votre stratégie de float et de prendre la couleur qui est open puisque vous n'arrivez pas à identifier la couleur qui est open. Ça arrive, hein. C'est des drafts de merde où il va falloir essayer de passer un tour. C'est comme ça. Par contre, encore une fois, la stratégie de float, c'est une stratégie qui, quand elle fonctionne, vous avez les nuts après. Hein. Si vous avez une bonne table, si vous arrivez à identifier ça, vous avez les nuts. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que je passe à la suite? Je passe à la suite du coup. Alors. Hop. Voilà ce qui va essayer de vous faire appréhender autre chose aussi. Alors donc un archétype peut en cacher d'autres.
Parce que évidemment, on connaît tous, plus ou moins si vous avez suivi mes émissions, vous connaissez les 4 archétypes de base. Il y a l'archétype humain, l'archétype Bunoshi, l'archétype artefact et l'archétype wild. Mais le problème, c'est que chacun de ces archétypes va avoir des divisions entre d'autres archétypes. Par exemple, le jeu humain, vous pouvez être blanc-rouge splashé bleu. Vous pouvez être bleu-rouge splashé blanc. Bref, il y a le splash qui change. Alors, qu'est-ce que ça implique? Parce que vous me dites, ouais, mais en fait, c'est toujours blanc-bleu-rouge. Oui, mais ça veut pas, ça veut pas du tout dire la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un draft qui est bleu-rouge splashé blanc en humain par rapport à un draft qui est blanc-rouge splashé bleu? Est-ce qu'il y a une différence pour vous qui vous vient en tête avec les pics? Vous jouez contre un mec en face, vous avez vu qu'il jouait beaucoup plus de bleu que de blanc ou que de rouge. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce que ça implique pour vous pour votre choix de side? Qu'est-ce que ça implique pour vous dans votre façon de jouer? Qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est quand même très différent. Quelqu'un qui a une deuxième couleur qui est le bleu plutôt qu'une deuxième couleur qui est le rouge ou qui est le blanc. Voilà, très bleu veut dire qu'on va avoir beaucoup de vol. On est d'accord. Et si c'est très rouge, ça veut dire qu'il y a probablement pas mal de trick combat et de boost de dégâts. Ou alors peut-être qu'il y a des boules d'Orthos si on le voit très très rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention à ça parce que déjà quand vous construisez le deck c'est différent. Vous n'avez pas du tout la même approche. Et quand vous jouez contre il faut l'identifier aussi. Hein? Donc quand vous construisez le deck et que vous partez, quel est l'avantage par exemple quand vous vous dites ok je veux drafter humain, quel est l'avantage à votre avis de commencer par une base bleue humaine? Parce que c'est pas fréquent, généralement quand on part humain c'est des pics comme Gawain qui nous y amènent. Mais quel est l'avantage quand vous draftez humain de partir bleu et rouge avant de partir blanc? À votre avis? Il y en a un qui est vraiment très important à comprendre et dont vous pouvez abuser quand vous commencez à drafter et que vous avez peur de vous planter. Pouvoir switch arteuse, bingo entra. Moi ce que je peux vous conseiller si vous avez envie de drafter humain, c'est que sincèrement essayez de drafter des cartes rouges et des cartes blancs en premier parce que ça va vous permettre de switch sur Arthos beaucoup plus facilement. Hein, ça c'est un conseil comme ça, au passage. Après comme dit Tonkill, en humain, il y a aussi le blanc bleu, le blanc rouge, on peut très bien jouer que deux couleurs. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des cartes spécifiques qui valent le coup de splash? On en avait déjà parlé dans l'émission. Hein, par exemple, si vous prenez une carte comme le Cut Blood, que vous jouez bleu-rouge humain, ça serait quand même con de pas mettre un ou deux mana blancs pour profiter de sa capacité quand vous jouez humain. Si vous avez drafté, je sais pas moi, un Toncrier, donc le piocheur bleu, c'est quand même très con de pas mettre un petit peu de bleu pour l'avoir, etc., etc., etc. Donc évidemment, généralement, moi ce que je conseille quand vous jouez humain, c'est d'avoir deux couleurs solides et un splash. Moi c'est comme ça que j'essaie de construire. Truc. Après, il y a des builds qui sont beaucoup plus complexes. Quand vous avez genre, je sais pas, je veux dire une connerie, vous avez deux Queen's Guard, ah ça paraît bien, hein. Mais alors au niveau de la construction, c'est pas du tout facile. Hein. C'est pas du tout facile. Hein, puisque vous avez besoin d'avoir vraiment vos trois couleurs rapidement pour faire fonctionner la machine, etc. etc., etc. Bref, donc là j'ai pris l'exemple humain. Je vais prendre l'exemple de Bunoshi. Bunoshi. Quelles sont les cartes que vous pouvez draft dans Bunoshi qui ne vous commitent pas à Bunoshi? Ou alors plutôt l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quelles sont les cartes noires qui vous committent pas spécialement à Bunoshi? À votre avis? Ah, c'est facile, hein. On peut faire l'inverse. Vous piquez moustique, vous allez jouer Bunoshi. C'est complètement stupide de jouer moustique et de pas prendre Bunoshi. À quel moment dit-on qu'une couleur est splash? Une, deux cartes. Une ou deux cartes. Voilà. Alors comme dit Antra, c'est ça qui est bien. Si vous commencez, comment dire, non, les cartes noires en fait, plutôt. Paladin. Voilà, Paladin c'est un bon exemple. Ça c'est bien. Le Paladin est une excellentissime carte avec Bunoshi, mais sans Bunoshi c'est très fort aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Le Crackling Rot c'est une excellente carte, mais ça veut pas dire Bunoshi. Killblade c'est pareil, on est d'accord.
Les Killblade, est-ce que ça veut dire Bunoshi? Non. Vous voyez, il y a des cartes comme ça qui vous permettent d'aller vers un archétype sans vous commit dedans. Moi, personnellement, quand je vais dans Bunoshi, j'y vais à fond, mais c'est juste pour vous donner un exemple. C'est exactement ce que je te dis, ton kill. C'est-à-dire que dans les 4 archétypes que j'ai donnés, là, ça, ce sont juste des archétypes de base, et dans ces archétypes, c'est exactement ce que j'ai dit au début, il y a plusieurs façons de voir les choses, il y a plein d'archétypes possibles, plein de façons de construire le deck, plein de façons de faire votre draft. Donc, ce que vous avez en vidéo, ce que je vous ai fourni en vidéo, ce n'est qu'une toute petite partie, qui est le socle de tous les autres archétypes pour moi. C'est-à-dire que ça, c'est le tier 1, grosso modo, hein, c'est le tier 1, mais après, il y a des tiers 1,5 qui sont très très bons. Quelquefois, un tiers 1,5 vous fera gagner la draft, parce qu'il sera complet. Alors que votre draft humain, il sera bancal parce que vous avez que un fixeur. Mentor of the Grave, très bon exemple aussi, là, pour ce que j'avais dit pour le Bunoshi. Le Ritualist, c'est un très bon exemple aussi. Alors, je vais continuer un petit peu dans ça. Le Wild. Quand je vous dis les bases Wild, vous pensez tous quasiment à Vert Noir, en priorité. On est d'accord? Un Wild Blood qui est le truc le plus connu, vous avez joué Fuzuko, vous avez joué des Shinare, pas mal de Shinare, des Runir et compagnie. Ok, bah vous pouvez jouer aussi le bleu-vert avec les dinosaures qui volent. Vous pouvez jouer aussi le vert-rouge avec Flynn parce que vous allez réussir à choper 2 ou 3 Dévastosaures. Vous pouvez jouer en... Je sais pas moi, vous pouvez jouer en... Ouais voilà, c'est ça, ces 3 là déjà. Après il y en a même qui jouent vert-blanc, moi j'aime pas du tout vert-blanc, mais il y en a qui arrivent. Vous pouvez partir monocouleur aussi. Hein, et à chaque fois, chaque archétype... Enfin, chaque archétype comme ça, chaque sous-archétype comme ça, les valeurs des pics diffèrent. On est bien d'accord que en fonction de ce que vous allez vouloir construire, il y a des cartes qui prennent plus ou moins de valeur, forcément. C'est là que c'est compliqué après, vous voyez, pour quelqu'un comme moi, d'essayer de vous faire parvenir des archétypes. Parce qu'il faudrait les faire tous un par un pour que vous compreniez la subtilité. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, il n'y a rien, il n'y a strictement rien qui remplacera l'expérience. Tout ce que vous pouvez faire quand vous commencez à draft, quand vous voulez être un peu plus à l'aise, c'est vous piquer dans les archétypes connus, parce que vous êtes quasiment sûr d'avoir quelque chose de bien. Mais soyez un peu open mind, ayez l'esprit assez ouvert quand vous draftez. Réfléchissez, c'est-à-dire ne prenez pas mes émissions comme acquis, comme des vérités absolues. Réfléchissez quand vous draftez. Alors, vert rouge, vert blanc, Eni, tu aurais des conseils pour ma question sur les landes un peu au-dessus? Je cherche. Quand tu joues 2 couleurs plus une 3ème couleur de splash, la moyenne pour la répartition des terrains c'est combien environ? Généralement, quand tu splashes, c'est tes fixeurs qui vont te faire le splash. C'est-à-dire, typiquement, l'arme. Tu vas jouer peut-être 2 landes de ton splash et 1 ou 2 larmes. Ou 1 ou 2 fixeurs à côté. C'est pour ça que l'arme est une carte qui est géniale, parce que ça vous permet d'avoir pas mal de flexibilité. Alors, donc tout ça pour vous dire avec un truc très très con, mais alors j'ai fait un truc un peu pour gnangnan, je m'en excuse, mais un panneau que j'ai d'ailleurs appelé évidence, mais pourtant c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est que non seulement vous devez apprendre les archétypes, mais en plus vous devez les comprendre. Hein, parce que c'est bien beau, apprendre par cœur ça sert à rien dans un jeu de cartes. Apprendre par cœur des listes, apprendre par cœur des cartes qui... On m'a dit ouais cette carte là elle est meilleure que l'autre, si vous comprenez pas pourquoi, si vous comprenez pas les implications de la carte ça marchera pas. Si vous expérimentez quelque chose, vous devez apprendre de votre expérimentation. Vous ne pouvez pas dire j'ai expérimenté, ça marche pas. C'est genre c'est un truc, ça m'horripile même quand je retourne sur DOC, je teste un jeu, je me dis non mais ça marche pas. Mais moi je l'ai pas expérimenté, j'en sais rien. Toi tu peux me dire que ça marche pas, mais si moi je l'essaye pas, j'en serais pas convaincu. Et je pense que c'est une bonne façon de faire dans les jeux de cartes. Si vous testez pas par vous-même, vous pouvez pas comprendre et apprendre ce qui se passe sur le board. Quand vous perdez, même si c'est difficile, je sais, hein, d'expérience, il faut essayer de comprendre vraiment ce qui aurait pu mieux se passer. Quelquefois, c'est complètement injuste la défaite. Genre complètement injuste. Mais si vous arrivez à retirer quelque chose en vous disant, ok, si j'avais pas piqué ça, mais j'avais piqué ça, alors peut-être que dans cette partie, ça se serait passé différemment. Il y a des fois où ça changera rien. Vous allez prendre 2 manades et puis vous allez sortir, puis basta quoi. Hein.
C'est comme ça. Mais je parle des autres games. Je parle des games qui sont un peu plus serrés. Des games où vous vous sentez voler, mais vous sentez aussi que vous aurez peut-être pu mieux faire. Il faut vous poser la question quand vous perdez. Pourquoi j'ai perdu en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu? Quel est le tour qui m'a fait perdre? Quelle carte m'a fait perdre ou m'a fait gagner? Autre chose aussi, c'est si vous expérimentez, vous devez vous attendre à perdre. Forcément. Hein, vous n'avez pas la science infuse, personne là, je pense pas. Donc si vous expérimentez quelque chose, il y a de fortes chances que vous allez perdre rapidement. Hein. Et si vous expérimentez quelque chose et que vous gagnez, ne vous dites pas non plus que c'est acquis. Hein. Quelquefois vous gagnez parce que vous avez juste de la chance, faut savoir le reconnaître parfois. Hein, ça nous est tous arrivé, je pense, de gagner une draft avec un deck complètement pourri parce qu'on a fait les top decks du siècle. Hein. Ou parce que ça s'est bien passé. Et puis autre chose aussi, et ça c'est quelque chose qui est vrai, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais si vous perdez pas, vous apprenez pas. C'est un truc qu'il faut bien comprendre. Dans n'importe quoi d'ailleurs. Si vous ne perdez pas, vous pouvez pas vraiment apprendre. Vous pouvez pas vraiment progresser. Parce qu'il y a que quand vous prenez genre une vraie défaite que vous dites ok, je dois peut-être faire mieux quelque part quoi. Donc tout ça, ça paraît très très con toutes ces évidences là, mais c'est la seule façon réelle de réellement progresser en draft. C'est d'appliquer ça quoi, c'est d'essayer d'apprendre et de comprendre ce qui se passe à chacune de vos drafts. En plus, la draft c'est quelque chose de long. C'est pas comme si vous n'avez pas le temps de réfléchir entre les rondes à ce qui s'est passé. C'est pas comme si vous n'avez pas le temps de progresser. Voilà. Alors, je vais finir l'étape des panneaux de l'émission par un truc que vous avez bien aimé, puis on va discuter un petit peu de ces cartes. Et puis voilà. Puis ensuite j'enchaînerai sur quelque chose d'un peu plus... comment dire? Oups. D'un peu plus pratique. Allez, je mets des cartes, vous me dites ce que vous en pensez dans un cadre de draft. Nourrir la portée. Quand vous piquez, nourrir la portée. Qu'est-ce que ça implique pour vos futurs pics et quels sont les anciens pics que vous aimeriez avoir? Non mais c'est assez sérieux cette question parce que il y a des gens qui comprennent pas vraiment la puissance de cette chose. Et les jeux Shinare ça c'est une évidence, mais allez plus loin. On est là pour aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire derrière dans vos pics? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça veut dire dans vos associations de couleurs? Qu'est-ce que ça veut dire dans vos choix derrière? Quelles sont les cartes qui vont gagner plus de value? Quelles sont les cartes qui vont en perdre? Par exemple, est-ce que si je joue un jeu avec beaucoup d'orques en noir, est-ce que j'ai envie de pique nourrir la portée? Ah, qui me disent noir-vert. Donc noir-vert c'est la facilité. Noir-vert c'est une évidence. Essayez d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est-à-dire que noir-vert, évidemment, si vous jouez beaucoup de Shinare et que vous avez plein d'autres Shinare, même on peut aller plus loin. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir plus de Shinare que vous en avez déjà? Quelles sont les cartes spécifiques que vous allez vouloir avoir en plus? Je sais pas, essayez de me donner quelques cartes que vous allez vouloir. Et qu'est-ce que ça va impliquer sur votre choix de héros aussi? Est-ce que quand vous piquez nourrir la portée, vous n'êtes pas complètement commit dans deux héros? Parce que pour moi, si je pique nourrir la portée, je vais aller soit sur Bunoshi, soit sur Fuzuko. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que si je joue ça, je sais déjà quel héros je joue à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu voudrais des cartes qui génèrent des Battle Hoppers puisque tu as déjà une carte qui génère des Battle Hoppers? Non, tu veux pas des cartes qui génèrent des Battle Hoppers avec les Finiluan, tu veux une carte qui les utilise. T'as pas besoin... Tu veux des cartes qui utilisent dans un premier temps. Pour moi, jouer Zared avec Feeding, ça veut dire que tu as une base noire méga Shinare et que tu peux te le permettre, parce que sinon, pour moi, non.
Pour moi, Zared n'est pas une option top tier en tout cas. Des cartes que je vais rechercher derrière, ça va être quelque chose qui utilise ces tokens, genre par exemple le Battle Bunny. Le Battle Bunny qui donne plus 2, plus 0 à toutes mes créatures, c'est très très bien. Une carte qui pour 4 se fait sacrifier piocher 3 comme dit Iris, c'est très très bien. Une carte qui va juste booster, genre Evolve, ça marche très bien avec tout ça. Vous voyez? Donc quand vous piquez une carte qui a l'air anodine, ça implique pas mal de choses dans vos choix. Vous voyez? Même la plus petite des cartes, la plus petite carte comme ça, qui vous paraît anodine, va être plus ou moins fort dans un archétype. Si vous draftez les ors que vous voulez nourrir la portée, ne vous jetez pas dessus. Elle ne vaut quasiment rien cette nourrir la portée. Pour 5 mètres 2, c'est pas terrible. Hein? Par contre, si vous jouez beaucoup de Shinari, vous devez prioriser ça. En plus, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça, hein, pour ton kill. C'est-à-dire que si j'ai en tête de jouer Zared, nourrir la portée, c'est pas dans mes priorités. Pas du tout, même. Donc, j'ai pris le cas d'une simple commune pour bien vous faire comprendre ça. C'est-à-dire que chaque choix que vous allez faire va être en rapport à ce que vous avez avant, va impacter ce que vous allez faire après, peut aussi vous commit plus que vous le pensez. Puis qu'une simple nourrir la portée va vous commit vers des archétypes. Ok. Gawen. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette carte? Allez plus loin que les évidences. On va essayer d'aller un petit peu plus loin ce soir. Allez un petit peu plus loin que les évidences. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où vous piquez Gawen, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on va reprendre tout ça. Vous jouez humain. Vous êtes commit à jouer rouge avec humain. Et tu te commites aussi sur le héros, comme dit le Grimard, parce que tu as très envie de jouer le héros qui donne plus 1, plus 0. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de Gawen? Gawen est un pic qui détermine directement ce que vous allez jouer, mais qui en vaut la peine. C'est-à-dire que grosso modo, c'est un des pics qui peut vous dire, ok, il y a ça dans le pack, je le prends, je joue humain, et à partir de là, je force l'archétype. Est-ce qu'on est d'accord? À partir du moment où vous avez pris Gawen, vous allez forcer humain derrière. Vous allez vouloir forcer humain. Donc ça c'est plus les pics qui sont top tiers, qui vont vous amener dans un archétype, qui vont vous faire... Quelquefois c'est même un pic, au début vous draftez, vous savez pas ce que vous drafté, tiens Gawen, bon allez hop c'est plonge par humain. Mais pourquoi? C'est parce que la carte est suffisamment puissante pour justifier de partir humain. Hein, vous allez pas, quand vous ouvrez donc la portée, il est évident que si vous le force pick, bon bah voilà, ça veut pas dire grand chose. Hein. Oui, après c'est évidemment un bon cut, mais généralement à l'endroit où il va être dans le draft, si vous pouvez le cut, c'est que vous n'avez pas d'autre choix. Voilà. Pyro. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le pyro? Je suis pas d'accord, c'est là où il faut rester ouvert. Oui, bien sûr, mais cet avertissement de rester open mind, de regarder ce qui se passe à la table, est toujours valable chez elle. Mais à partir du moment où tu as piqué le gain, tu vas vouloir essayer de le forcer. Après, si tu vois que ça passe pas du tout, c'est là qu'il faut avoir la réserve et dire ok, on s'arrête là, on arrête les francs, on part sur autre chose. Voilà. Alors Pyro, ça implique déjà par rapport à Gawen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous piquez Pyro par rapport à Gawen, genre même pas que vous avez Pyro et Gawen, vous piquez Pyro, c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est-à-dire que vous dites, je veux pas jouer humain, je laisse les humains, mais par contre je vais m'ouvrir sur d'autres choses. Hein? Voilà. Quand on pique le Pyro sur un Gawen, clairement là, on peut dire chez Den qu'on flotte.
C'est-à-dire que je prends pas le Gawain, que je sais que c'est la meilleure carte, le Gawain, mais je vais prendre le Pyro, je vais flotte un peu et je vais regarder ce qui se passe. C'est une excellentissime carte de flotte. Après, ça vous commit aussi sur d'autres choses. Quand vous jouez Pyro, ça veut dire que vous avez déjà joué une carte qui a 3+. Genre, qui a beaucoup de 3+. Donc ça va être un jeu à 17 lances. Ça implique pas mal de choses derrière. Ça implique pas mal de choses dans votre réflexion, dans vos pics. Hein. Vous n'allez pas vouloir avoir beaucoup de drop 1 et drop 2. Vous allez avoir juste le minimum pour après enchaîner Pyro sur ceci, sur cela, etc. etc. Hein. Alors, le Pyro, évidemment, est excessivement fort avec du volant ou avec du crush, mais ça, donc quand vous piquez Pyro, ça implique tout ça. Est-ce que Pyro est vraiment fort en noir-rouge? Est-ce que Pyro est vraiment fort en noir-rouge? C'est une vraie question. Et sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Il y a des bêtes qui coûtent plus de 3 en noir qui sont bien. Le Pyro donne plus 2, plus 0. Mais les cartes noires et les cartes rouges, elles ont déjà beaucoup d'attaques pour peu de défense. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Vous n'avez pas beaucoup de cibles, vous allez apporter encore plus d'attaques, mais elles n'ont pas de crush et n'importe quoi, elles vont se faire chum block, elles vont se faire bloquer. Bref, ça n'aura pas un si gros impact que ça sur la table. Pourquoi est-ce que blanc-noir est globalement plus solide que noir-rouge? Parce que les inspirations blanches et le côté défensif blanc va très bien avec le côté très agressif du noir et limite suicidaire du noir. Donc, le pyro dans le noir-rouge, c'est vraiment aller dans l'overkill en dire bah, ok, si t'as pas le board et que je mets pyro plus derrière, je te défonce. Ok, très bien, bravo. Mais c'est de l'overkill. Vous n'allez pas avoir des bonnes cibles. Il y a quoi? Il y a Banshee, ouais. Et après, Moustique, ça marche pas. Il n'y a pas vraiment d'excellentissimes cibles que vous voulez buffer en plus 2, plus 0. Hein, je veux dire, comparer un. Par exemple, la 3 de vol bleue pour 4. Avec Pyro, ça devient quand même une 6 de vol le machin. Hein. Quand vous prenez, je sais pas, un orc, l'orc 2-3 qui rage 1 qui est une commune de la même façon, c'est quand même pas la même puissance. Mais même avec un ritualiste, évidemment qu'un ritualiste c'est fort, mais c'est-à-dire que, réfléchissez bien à la situation. Ça veut dire que vous jouez pyro, puis vous jouez ritualiste. Ma question c'est vous bloquez quand? Ça implique pas mal de choses dans votre schéma de jeu là. Ça implique généralement que vous commencez, et que votre adversaire est un peu mou, et qu'il a rien du tout. Donc en gros c'est comme si vous jouez contre un bot quoi. En pire. Et que de toute façon, peu importe l'enchaînement que vous avez fait, il y a peu de chances qu'il serait revenu. Mais ce que je veux dire, me dire pyro plus ritualiste c'est fort, oui. En effet, si le mec il joue rien, ça c'est génial. Hein. J'avoue que c'est super fort. Mais, mais ça n'arrivera pas tout le temps, ça c'est dans un rêve. Même si vous l'avez dans la main, ça va pas se passer comme ça. Hein. Non mais, en rouge-noir tu bloques pas, ok, très bien. Moi je te dis que si tu es sur le draw en rouge-noir et que tu joues pyro plus ritualiste, t'as quand même intérêt à avoir une aura de blood derrière, hein, parce que sinon la course tu vas la perdre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça implique beaucoup de choses. Hein. Ça implique beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est beaucoup plus fort, je pense, d'essayer de l'allier avec du vert pour moi. Pour moi, Pyro, c'est vraiment avec le vert que c'est le plus fort parce que les créatures vertes ont quand même une bonne base de PV. Elles peuvent avoir du crush, vous avez accès au crush avec le Dévastasaur, avec le Crackling Sprout. Pour moi, Pyro, là où il est vraiment le plus fort limité, c'est ça. C'est là. C'est avec le vert. C'est mon avis, hein, personnel. Ok. Runir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus?
pour revenir avec le rouge-noir, tu bloques pas. Faut bien comprendre une chose, c'est que vous pouvez jouer quasiment n'importe quoi de cohérent en noir-rouge. Si vous êtes sur le play, vous êtes censé gagner. Le problème, c'est pas quand vous êtes sur le play, le problème, c'est quand vous êtes sur le draw. Et un truc genre Pyro plus ritualiste sur le draw, ça vous fera pas gagner, hein. Ça vous fera perdre. Alors, le runir, ça implique pas mal de choses. Quand vous commencez par pique, moi j'aime pas commencer à pique à runir parce que ça implique que vous devez après essayer de choper le plus de petits Shinaré. Le problème des petits Shinaré comme ça, c'est que quand ça sort bien, c'est génial, hein. Vous avez un runir qui est watt million, très bien. Et quand ça sort moins bien, par contre, votre runir il vous reste dans la main. Alors c'est une carte qui est excellente, exceptionnelle quand vous avez les bonnes cartes qui vont autour, mais c'est une carte qui peut vraiment vous forcer à faire des choix dans la draft qui sont pas forcément logiques. Hein. Mais le runir, oui, généralement, va impliquer Fuzuko. Généralement, même quasiment tout le temps. Va impliquer Fuzuko, va impliquer le fait que vous allez chercher à générer des tokens. Et donc ça veut dire que vous allez devoir chercher des trucs qui amplifient les tokens. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où vous avez pique runir, vous avez quand même une super bonne idée de... comment dire, de ce que vous allez devoir pique derrière. Donc vous êtes plus ou moins commit, hein, quand vous piquez ça. C'est pour ça que c'est une carte, moi je n'apprécie pas la pique trop tôt. Parce que vraiment parfois ça peut vous faire des drafts de merde. Mais à côté de ça, quand ça marche, alors là, hein, les nuts. Ok. Là, Crackling Bolt. Pourquoi est-ce que c'est un top tier pick, Crackling Bolt? Pourquoi? C'est probablement, à part rare exceptionnel, c'est quasiment tout le temps mon premier pick, mon first pick, et ça doit être quasiment tout le temps votre first pick aussi. Maintenant que je vous ai dit tout ça, que j'ai mis des mots sur tout ça, 1, c'est super fort, et de 2, ça marche avec tout. C'est-à-dire que ça ne vous commit pas, et c'est la meilleure value. Que demande le peuple? Vous avez une charge, un anti-bet, quelque chose qui se marie avec tous les decks. Voilà pourquoi cette carte est top pick. Et c'est exactement la même chose quand vous avez joué Crackling Sprout. Pas le Sprout, l'autre. Je vais y arriver. L'autre, le noir, la pourriture. Rot, Crackling Rot. Hein, ces cartes-là sont top tier. Parce qu'elles vous committent pas. Elles font quelque chose que vous allez rechercher, c'est-à-dire un anti-bet. Et puis voilà, quoi, je veux dire, elles sont quasiment parfaites. En limité. On peut même pas dire que c'est trop early, je veux dire 3 points de dégâts, ça vous débarrasse de tellement de choses. Charge Hulk. Pourquoi cette carte qui a l'air bof au début est si forte en fait? Et qu'est-ce que ça implique? Quels sont les héros que vous allez vouloir jouer avec ça? Quels sont les héros que vous allez vouloir éviter avec ça? Alors là on est quand même en dessous de la Crackling Bolt, hein, évidemment en termes de puissance, puisque ça reste un core 3-2 pour 4, ce qui est moyen. C'est là qu'on se rend compte de la différence entre MTG et X. Cette notion d'amplification, elle apporte quand même quelque chose, hein. La value d'une amplification est assez énorme. Alors je suis pas d'accord, on n'a pas envie de jouer Bunoshi avec le charge Hulk. Pour Fuzuko je suis d'accord, pour Rohan je suis d'accord, pour Flynn je suis d'accord, pour Farni je suis d'accord, par contre Bunoshi t'as pas du tout envie, tu t'en fous. Bunoshi généralement au bout de un sacrifice t'as quasiment gagné et le deuxième il va arriver dans la partie. Tu vas pas en gagner un de plus je pense, t'auras pas de quoi le sacrifier. Bunoshi c'est une carte qu'on n'a pas envie de jouer dans Bunoshi sincèrement. Par contre, Farni, pour moi Farni est le meilleur héros hein, pour lequel utiliser. Farni plus Charge Hulk c'est la base, hein, c'est un truc super puissant, super powerful, anti-bet gratuit, tout ce que vous voulez. Mais Fuzuko c'est pareil, quand vous accélérez d'un tour le +1/+1, le mec il peut pas le prévoir.
Lionel Flynn, quand vous activez vous avez gagné un tour ou deux tours sur le plus 3 plus 0, le mec il peut pas le prévoir. Enfin, c'est. Wow. Hein, c'est très très fort. C'est très 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 fort. Hein. Et ça permet de float. En effet, si vous savez que vous n'allez pas partir sur Bunoshi et que vous avez un charge Huck mais vous savez pas trop ce que vous allez jouer, vous pouvez le pick. Vous pouvez le pick. Ça va vous permettre de voir un petit peu plus ce qui se passe à la table sans vous commit. Hein, ça sont des vraies cartes de float pour le coup. Alors donc on voit bien la différence entre une carte de float, ça pour moi c'est vraiment une carte de float, et une carte qui va vous commit comme les Gawain. Hein. Donc chaque carte comme ça, il faut bien. Le truc c'est que je peux pas toutes vous les faire. Il faut bien comprendre que je peux faire ça sur peut-être pas toutes les cartes, mais sur une bonne moitié des cartes du pool. Chaque carte a une fonction, chaque carte va raconter une histoire dans votre draft, chaque carte va avoir une histoire dans votre draft et avoir des valeurs différentes. Hein. Donc encore une fois, ça revient à ce que je disais, il n'y a rien qui va vraiment remplacer votre expérience et votre réflexion personnelle et vos expérimentations. Vous pouvez regarder mes vidéos évidemment parce que ça va vous donner une base pour pas vous planter, pour pas faire n'importe quoi. Mais après, si vous n'avez pas cette volonté de réfléchir sur vos games, sur vos erreurs, sur vos drafts, vous progresserez pas. Moi je vous le dis clairement, vous ne progresserez pas. Vous resterez un mec qui aime bien, une personne qui aime bien drafter, qui draft de façon moyenne, qui gagne de temps en temps, et puis c'est tout, mais vous progresserez pas. Voilà. Ok, donc ceci étant dit, ceci étant fait, euh, je vais passer sur X et je vais continuer un petit peu les débats sur certaines cartes, comme ça va aller un petit peu plus loin, et après je ferai de la simulation de draft. Ok, alors on est parti. Voilà. Alors, allez, si je vous mets... Allez, on va faire une petite révision. Si je vous mets ce héros, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est pas viable? Quel est à votre avis un des archétypes forts avec ça? Avec quoi vous joueriez ce héros? Ou même la question en fait. Quel est l'archétype le plus fort avec ce héros en draft? Je l'ai joué il y a pas longtemps, je l'ai expérimenté il y a pas longtemps. Donc tu joueras pas humain avec ça. Ce sera vert bleu. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les cartes clés en vert bleu de ce deck en draft? Quelles sont les cartes clés que vous aimeriez avoir en Commune Co? Quelles sont les cartes qui vont vous faire aller vers ce héros? Dévastosaur 4-2 Protect Shield. Oui, je suis d'accord. 4-2. Dévast. C'est vrai qu'Osaurus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Crackling Sprout. Ah, est-ce que vraiment tu veux Crackling Sprout avec un héros qui va donner le vol? Est-ce que c'est vraiment une carte clé? Est-ce que c'est une carte qui va décider d'aller vers ce héros? Je pense pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y en a d'autres. Hein. Les cartes Phoenix. Là, ouais, bon. Voilà. Ouais. Ça, c'est... Excellente réponse. La Boulder Brute. Ça, vous en voulez. Andronicus. Ça, vous en voulez. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, en gros, quelles sont les cartes vertes que vous allez éviter, alors? Quelles sont les cartes vertes que vous allez éviter si vous voulez jouer ce genre de jeu? Pourtant, il y en a plein en vert. Oui,
On est d'accord, Anthracite. J'ai pas dit que Crackling était une mauvaise carte. Là, je dis bien quelles sont les cartes que vous voulez dans ce deck pour aller vers ce héros. Hein, je dis pas que c'est mauvais, hein. Bien sûr que je le prendrai aussi. Le Ronin, c'est pas une mauvaise idée. Mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui va nous pousser à aller vers ce héros en fait. Le Ronin rentre dans le jeu. Voilà, la plupart des Shinra on les veut pas. Hein, là le Runir on n'en veut pas, ou alors il faut avoir vraiment une bonne raison. Euh, Ce qu'on veut c'est des drops 3 et des drops 4 solides, qui peuvent voler, et qui vont offrir une cloque. Quel est l'intérêt de leur qui vole? Bah c'est qu'il met 5, c'est-à-dire que le mec il a 4 tours pour réagir. Hein, quel est l'intérêt de mettre une 4-2 flying parce que ça vole et qu'il a 4 tours pour réagir? Enfin voilà quoi. Hein, on peut jouer ça, c'est vrai. Alors, je l'ai pas testé donc je peux pas te répondre, mais c'est une très bonne idée. Je pense que cette carte irait très bien dans ce genre de deck. Mais alors si tu joues... Voilà, alors là c'est le genre d'imbriquement. Si tu vas vers Hawkwind, qu'est-ce que ça veut dire Alcide? Quelles sont les cartes qui vont prendre plus de valeur en fait? Si tu décides avant de te dire, ok je vais draft Hawkwind, et je vais jouer ce héros, quelles sont les cartes qui vont prendre de la valeur dans le reste de la draft? Ça a déjà été dit sur le chat au-dessus. Les bleues volantes. Les bleues volantes ou l'inspire volante. N'importe quoi qui va te donner le vol va prendre une valeur démentielle. Alors déjà que ça a de la bonne valeur en draft, mais par exemple... Euh... Merde. C'est quoi? C'est 6 avant-garde? Ah merde. Ah bah si, merde. Par exemple, une pauvre carte comme ça va prendre de la valeur. Une carte comme ça, évidemment, prend de la valeur. Elle avait déjà de la valeur avant, mais elle la prend encore plus. Une carte comme ça prend de la valeur. Une carte comme ça prend de la valeur. On est d'accord? Supériorité aérienne, c'est un petit peu... Voilà, Thunderbird prend de la valeur. Alors, le problème... Alors, voilà, quel est le problème de Pick Thunderbird dans un jeu qui va être comme ça? Pourquoi est-ce qu'en fait, Pick Thunderbird, c'est beau sur le papier, mais ça marchera pas forcément bien dans un deck comme ça? Launchpad. Mais Launchpad a de la valeur tout court. Voilà. Mais par contre, ça c'est la carte qu'on veut dans ce jeu. C'est une carte que vous m'avez pas citée, mais oui. Launchpad c'est ce qu'on veut. Le double bleu. Bah oui, parce que ce deck, en fait, quel est le point commun de tous ces tons verts? C'est qu'ils sont double vert. Alors avoir double bleu, double vert, ça implique derrière que si vous draftez Thunderbird qui est dans le troisième pack, ça veut dire que vous avez eu des larmes avant. Hein, genre si vous avez 2 larmes dans votre deck, vous pouvez vous permettre de drafter Thunderbird. Si vous n'avez pas les 2 larmes dans votre deck, Thunderbird est moins fort. Vous voyez comme chaque choix, il faut vraiment y réfléchir en disant ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je dois draft après. Chaque pick que vous allez faire dans la draft va changer la valeur des prochains picks et va changer la valeur des anciens picks aussi. C'est comme ça qu'il faut construire le deck. Hein, donc ça implique l'alarme. Voilà. Donc du coup, quelle autre superbe carte on veut pour un deck comme ça? Quelle autre carte va forcément marcher alors que pour le coup c'est pas quelque chose qui va nous venir comme ça en tête? Puisque notre deck a beaucoup de double vert, quelle est la carte qui va stabiliser tout de façon géniale? Et qui en plus va vraiment très très bien fonctionner là-dedans, dans un jeu de gros ton. Il y en a deux. Il y en a surtout une, mais il y en a deux. Quelles sont les deux cartes? Brave, on est d'accord. Hein. Lui, dans un deck comme ça, il a une value complètement dingue. Hein. Parce que, je vous assure que poser un dévastateur T3, le faire voler T4, c'est un petit peu un monstre. Hein. Et pareil pour Chloro. Hein. Ces cartes-là ont énormément de valeur dans un deck comme ça. On est bien d'accord. Hein. Encore une fois, une 5-3 qui vole et qui attaque tour 4, hein, faut la gérer. Hein.
il y a les fixeurs, mais là je parlais hors fixeurs chez elle, mais oui il y a les fixeurs aussi. Mais ça, disons que ça fixe vraiment très très bien le verre et ça accélère, tu vois, ça a deux fonctions. Pareil pour la chloro. Donc si on a le Thunderbird, là vous avez quelques pics déjà qui devraient composer votre bleu-vert. Après, quel est le problème d'un deck bleu-vert? Quel est le problème d'un deck bleu-vert en draft? Le Coyote est très bon aussi, c'est vrai. Je l'avais joué dans ma draft. Pour ceux qui se rappellent. Merde. Lui. Alors, il est moins essentiel. Mais c'est très fort. Moins essentiel, mais il est très fort. C'est clair que vous pouvez en... Si vous le voyez passer, alors vous partez sur cet archétype-là, lui, il est très 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 bon. C'est vrai. Pas des removals secs, c'est pas vrai. Il existe un removal sec. Il en existe deux en fait. Il y a deux removals. Quels sont les deux removals en bleu-vert? Il y en a deux. Il y en a trois même en fait. Il y a trois cartes de removal en vert. Il y en a une qui est beaucoup plus chère que les autres. Alors il y a Survival, ça c'est facile. Après. Turbulence. Turbulence, c'en est un mais c'est pas vraiment... Hein, c'est pas ce qu'on veut. Murmure. Ça oui. Ça je dis oui. Ça. C'est un removal sec. Il en reste un. Non rare, on parle pas de rare là. Turbulence un petit peu différent. C'est pas un removal sec d'ailleurs, mais ça s'en rapproche. C'est une créature. Il y a hypnotisé, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mesmerize marche assez bien. Mais il y en a encore un. C'est une créature qui n'est pas rare. L'écureuil. Voilà, tout à fait. C'est le dernier. Ouais. C'est pareil, Movo le boucanier. Mais boucanier marche très bien en jeu. Boucanier a une très très grosse value dans le deck. Hein. Le Gloustodon c'est une rare, mais marche aussi. Voilà. Donc vous voyez que assez bizarrement on se retrouve avec un deck. Franchement votre draft peut ressembler à ça, hein, assez facilement. Ce que vous allez vouloir derrière c'est avoir votre petite Crackling Sprout. Voilà. Quelques drop 2 histoire de dire. Ah. Bref. Votre Sensei. Peut-être pas deux parce que ça serait pété. Un Sensei, un Ronin. Vous allez vouloir votre petit... Donc le Sprout je l'ai mis. Votre petit Sprout... Ouais, ça je l'avais déjà mis. Battle Pile est là, bref. Mais après c'est de l'habillage. Après c'est des cartes qui sont relativement communes. Qui vont rentrer dans un peu tous les decks. Hein, il y a le tri, il y a des trucs comme ça évidemment. Vous pouvez en faire rentrer ça, mais la base sera là. La base sera, ça c'est les cartes que vous devez viser. Okay. Bon ça c'est un exemple. Allez, je vais faire un deuxième exemple avant de faire de la simulation de draft. Je vais en faire une de simulation de draft. Si je vous mets... Bon, on va faire simple, on va faire un héros que j'aime bien. Oh, pourquoi faire compliqué? Ok, Bunoshi, vous voulez quoi? Ça, vous devez être calé, hein.
Manti Elder qui est génial, hein. Je sais pas si vous avez vu la draft que j'avais fait, mais le Manti Elder était juste génial. Mosquito, on est d'accord. Hein. Moi je vous le dis, je vous le répète. Une des meilleures cartes que vous pouvez avoir facilement dans Bunoshi, c'est évidemment le moustique. Évidemment. Ensuite il y a le paladin. Il y a le Wakizashi. Il y a le Rot et le Nibbler. Et il y a donc le Killblade, histoire d'assurer leur lit. Et j'en ai oublié encore un, il y a... Paladin, non, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu m'as mis? Shroom Show, ça c'est vrai. Ça c'est une carte qui est exceptionnelle en Bunoshi. Et qui en plus est pas souvent bien, et pas souvent pique. Call of the Grey c'est un petit peu moins fort quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en fait de la base Bunoshi? Pourquoi c'est bien Bunoshi? En fait vous avez besoin de quoi pour Bunoshi, typiquement? Pourquoi c'est vraiment cool de partir sur Bunoshi? Je veux dire, vous vous rendez compte que vous m'avez cité que des cartes noires? Que des cartes Blood. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez float la deuxième couleur. C'est-à-dire que moi c'est souvent ce que je fais avec Bunoshi. Je force Bunoshi, mais après la deuxième couleur je prends ce qu'on me donne. Si j'arrive à identifier la couleur qui est open après, pff, parfait. C'est ça aussi qui est fort avec Bunoshi, c'est qu'il n'y a pas tant de cartes clés que ça. Bah oui. Avec Bunoshi, n'importe quelle carte peut être une menace. On est d'accord. Même le guerrier chaton. Mais même Darkspire est bien avec Bunoshi, mais c'est quand même moins fort qu'un moustique. Hein. Genre, c'est beaucoup moins fort qu'un moustique. Ou même qu'un... Moi, j'estime que le Shroom Show est plus fort qu'un Darkspire, hein, seul. Hein. Seul, bien sûr. À vrai dire, en plus, ça dépend même, en fait. Hein. Sincèrement, cette carte est vraiment pétée dans Bunoshi. Hein. Il y a les ritualistes, c'est vrai. On a oublié. Et nous, on l'a à la portée. Bien sûr, il y a un truc qui est bien quand on part comme ça, c'est que, à l'exception du moustique, parce que ça vous l'avez dans le dernier pack, à l'exception du moustique, tous les autres pics, ils vont bien dans quel deck? Tous ces autres pics là, ils vont bien où? La réponse c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que si je décide de partir en vert noir, c'est pété. Si je décide de partir en noir rouge, c'est pété. Si je décide de partir en noir blanc, ça tient. Même en noir blanc, ça peut tenir. Et si je veux pas partir Bunoshi, je pars noir vert Fuzuko. Et j'ai aucun problème. Vous avez vu? C'est pour ça que je recommande souvent aux gens qui demandent tiens je veux draft, est-ce que tu as des sources? Allez regarder ma vidéo sur Bunoshi. Moi je vous conseille sincèrement de faire vos premières drafts en Bunoshi parce que c'est le plus simple à drafter. C'est ce qui vous permet de plus vous retourner. Il y a ça, il y a le draft bleu-rouge comme j'ai dit avec artefact humain par exemple. Faut être un peu malin. Bref. Voilà, donc je vais pas les faire avec tous les archétypes. Mais vous voyez, je pourrais faire ça avec tous les archétypes d'ailleurs sur une seule émission, ce serait peut-être cool à faire. Détailler tout comme ça avec X. Maintenant que j'ai toutes les cartes, il y a peut-être moyen. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire les 8 premiers pics d'une draft.
Je vais le faire genre 3 ou 4 fois de suite pour clore l'émission. D'accord? Puis on va pouvoir discuter comme ça des pics. Alors, tac, tac. On enlève ça. Non, on n'enlève pas le chat. Hop. Hop. Voilà. Alors, la rare, c'est le strike. Alors, on ne draft pas rare. Typiquement, imaginez que la rare, c'est toujours de la merde. D'accord? Ça sert à rien de jouer une ladra, je veux juste faire les 8 premiers pics au Grimard. Pour en faire plusieurs, parce que c'est les 8 premiers pics les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Crackling Rot, on voit un Subsea Striker. Dites-vous que voilà, les rares vont pas beaucoup plus loin qu'un Subsea Striker. Il y a une Cerulea, il y a un Fixer. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il nous raconte ce pack? Moi, je vois deux façons d'aborder la chose. En fait, le pic qui paraît évident, c'est Rot. Ok, normal. Mais il y a un deuxième pic qui est bon. À cause du pack, à cause de ce qu'il y a dans le pack. À votre avis, il y a quoi? Crackling Rod, si vous vous trompez pas. Ok. Mais il y a un deuxième pic qui est plus que viable en fait. Pour forcer un archétype d'ailleurs. Moi, il y a un truc qui m'interpelle dans ce pack, c'est qu'il y a la Cerulea et il y a le Shard blanc-bleu. Ça veut dire que si je pique la Cerulea, il y a quand même des bonnes chances que le blanc-bleu revienne. Sauf s'il y a un tank kill dans la draft. D'accord? Si je suis sur une table qui est compétitive, je pense que là je peux envisager de prendre la Cerulea. Parce que avoir la Cerulea avec la chance d'avoir un fixeur blanc-bleu derrière, c'est quand même pas mal. Au pire du pire, il y a le Bastion. Voilà. Le danger de prendre Crackling Rot là, c'est que si vous laissez passer le Striker, qu'est-ce qui va se passer sur le mec qui est à votre gauche? Il va piquer le Striker. Si c'est un tank kill. Et vous? Donc les deux sont viables. Hein. Je mets juste une petite. Je pense que je prendrai Crackling Rot parce que c'est quand même très 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 fort. Mais quelqu'un qui pique la Cerulea, c'est pas stupide. Hein. Allez, je vais prendre la Cerulea, tiens. Allez, je pique là. Voilà, merci. Ok, donc j'ai piqué une Cerulea. Voici le pack que je prends en deuxième. Qu'est-ce que vous prenez? Il n'y a pas beaucoup de choix là, hein, pour être honnête. Ouais. Alors, si je pique la shard, je me commit. Est-ce qu'on est d'accord que si je prends le shard, je me commit dans humain? Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, je suis clairement dans humain à partir de là. L'autre choix serait de complètement changer, de prendre un runir et de voir ce qui se passe. Voilà. Mais je pense que la plupart des gens partiraient avec le Shard of Innovation. Hein, mais pick à ce moment-là de la partie un runir borrower, c'est-à-dire au deuxième pick seulement, est valide. C'est valable. Hein. Si vous êtes dans le mode je float, je veux voir ce qui se passe. Ok. Mais mon premier pick était pas comme ça. Parce que si mon premier pick avait été le rot, là plutôt que prendre du noir, j'aurais pu prendre le runir en disant je flotte et je prends toujours les meilleures cartes. Vous savez, drafter la value. Mais là j'ai déjà essayé de drafter avec l'interaction avec les packs que j'avais. Donc, vu que j'ai fait le choix déjà de partir sur la série là, le choix le plus logique dans ma ligne de jeu serait de prendre le Shard of Innovation. Non, je pense que ça c'est plus fort que le Killblade. Je pense que ça potentiellement te fait gagner des drafts alors que ça t'empêche de les perdre. Il y a quand même une différence. Runir peut faire gagner des drafts, ça t'empêche de perdre. Voilà.
Je pense que je prendrais le shard aussi. Mais si j'avais pris le Crackling Grotte avant, je pense que j'aurais probablement pris... Ça aurait été pas une si mauvaise idée que ça que de prendre le Ring Here. Bon bah alors là, qu'est-ce qu'on pique? Facile. Déjà, si c'était une vraie draft, qu'est-ce que ça veut dire ce pack? Je veux dire, un pack comme ça vous arrive dans les mains, qu'est-ce que vous en déduisez? Bon, déjà la Bolt, oui, hein, je prendrai la Bolt, c'est sûr. Moi, si je suis dans une draft compétitive et qu'il y a ça qui m'arrive, je me dis que les mecs qui sont les mecs qui ont passé les packs, soit ils ont piqué Arthos, soit ils en ont pas vu beaucoup des Arthos. Voilà, donc j'ai l'info quoi. Donc, à mon avis, je verrai pas beaucoup d'Arthos jusqu'au bout. Donc ça veut dire aussi qu'ils vont empiéter sur le rouge. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on pique? Ah, là, ça peut être sujet à discussion là. Là, clairement, voilà. Piocheur volante pour tartiflette, ok. Phoenix. Je pense aussi que le Phoenix est une bonne option. Déjà parce qu'il y a plus de chances que le tacticien revienne que le Phoenix. On peut aussi envisager de cut la rote. Parce que c'est quand même la troisième qu'on laisse passer. Hein. Mais bon. C'est la troisième qu'on va passer de ça. Hein. Donc le mec qui joue noir, on n'a pas envie de le rencontrer après le premier tour. Hein. Ah, qu'est-ce que vous piquez? Ah, ça peut dépendre. Là, clairement, moi j'ai une hésitation entre le Murmure et Phoenix. Alors, Murmure, c'est une carte que j'aimais pas beaucoup au début. Mais alors maintenant, j'avoue que ça m'a sauvé tellement de fois que j'aime bien la carte. Et il y a le Bastion aussi. Je pense que je prendrais le Bastion. Mais alors, qu'est-ce que ça implique de piquer le Bastion à ce moment-là? Est-ce que si je pique le Bastion, ça veut pas dire quelque chose? Alors que, en fait, y a pas mal de choix, il y a pas mal d'implications à ce choix-là. Hein. Les cartes déjà piques, oui, je peux vous les mettre. Enfin, c'est un peu chiant à faire, mais je peux essayer. Alors, attends. Hop, oups. 2 petites secondes, je fais ça. Alors, le truc, c'est que pour que vous y voyez quelque chose. Alors, je vais le mettre là, je cache le chat pour le moment, hein, désolé. Ou alors. Attendez. Ouais, c'est moche, hein. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, alors Bastion, ça veut dire que vous allez devoir partir deep dans le blanc à partir de là. Hein. Et si vous piquez par contre les cartes bleues, vous êtes beaucoup plus soft, c'est-à-dire que vous pouvez partir sur un splash un peu plus blanc. Vous voyez, votre couleur faible sera plutôt le blanc ou le rouge. Hein. Alors que, vous voyez ce que je veux dire? Alors je suis d'accord, le Bastion est la meilleure carte là. Mais en le piquant, ça veut dire que le reste de votre draft, vous devrez faire très attention à essayer de piquer des cartes blanches plutôt qu'autre chose.
Qu'est-ce qu'on pique? Il y a deux choix là. Il y a deux choix. Baliste. Non, je pique pas baliste moi. Minecaller? Ouais, je pense que Minecaller c'est le plus solide. Je pense aussi qu'on peut cut des cartes en fait à ce moment-là. Hein. On peut déjà cut parce que Minecaller c'est pas non plus ouf. Par contre, Recovery Specialist, je trouve ça extrêmement fort. Et je pense que je cutterai le spécialiste moi, personnellement. Moi je pense que je cut ça. C'est sous-estimé mais c'est extrêmement puissant ce truc. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2 piques. Scrap Tech c'est... Alors tiens, sous quelles conditions le Scrap Tech serait vraiment pas mauvais dans un jeu humain? En fait, Scrap Tech peut être vraiment très 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 bon. Mais sous certaines conditions dans humain. Lesquelles? Je pense que je pique le brawler, mais... Bon. Là, on est double blanc avec le bastion. On serait double rouge avec le toss tout en ayant pas mal de volantes. Bleu, j'y crois pas trop. Hein. Pour moi, le toss, c'est un doux rêve, là. Hein. C'est la carte la plus forte, mais c'est un doux rêve. Ou alors, à partir du moment où on prend le toss, on doit faire très attention et le bleu doit devenir votre splash. C'est possible. Hein. Si on prend le toss maintenant, dans nos prochains pics, le bleu doit être secondaire, doit être tertiaire même. Okay. Si on prend le brawler, à ce moment-là, on peut continuer sur notre optique. Voilà. Alors le brawler est vraiment fort quand il y a pas mal d'inspiration. Genre si vous avez piqué 2 pyros avant ou des cypristes, alors le brawler c'est génial parce que ça va vous permettre de faire un burst de cartes boostées. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Parce que le brawler en draft est bien plus puissant quand vous le jouez, lui plus une autre bête le même tour. Hein. Plutôt qu'un burst de ressources, c'est rarement là qui sera le meilleur. Vous n'allez pas spécialement chercher à le jouer en tunnel le brawler. En draft. Donc là c'est un choix, mais franchement je pense que les deux sont possibles. Si on prend le toss, on doit s'éloigner du bleu. Si on prend le brawler, on peut rester sur le même plan. Je vais prendre le toss moi, pour histoire de changer un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais ce pic là, ça implique beaucoup de choses derrière. Et c'est sur ça que j'ai voulu insister ce soir. Donc le dernier pic, bah là malheureusement mon boulder toss tombe à l'eau. Du coup, hein. Qu'est-ce que vous piquez là-dedans? On pourrait cut le construct Foreman, mais bon. S'il est quasiment sur le point de où il est, limite, hein. Voilà quoi. Tout à l'heure, quand j'ai cut le recovery spécialiste, j'avais vraiment rien de très très bien pour moi. La 3 de vol? Ouais. 3 de vol pour tous? Si je repique la 3 de vol, c'est-à-dire que ma stratégie là tombe à l'eau en fait. Moi c'est ce qui me dérange le plus. La 1 vol. Moi je pense que si j'ai pris le toss et si j'ai pris le bastion d'adamante, mon pic ça sera l'awakening. Parce que j'ai pas de fixeur. Que si je joue toss et bastion d'adamantite et beaucoup de bleu, ça passera jamais. Sans fixeur. Donc soit je continue dans le bleu comme vous le dites, à ce moment-là mon boulder toss bah, c'est un coup d'épée dans l'eau. Soit je prends l'awakening. Ça reviendra pas, on est déjà sur le... Pour que ça revienne, ça serait un miracle pour que ça revienne ça. Hein. Ça serait l'avant-dernier pic. Après on peut se dire aussi que ça peut venir plus tard, c'est vrai. Ça on peut se dire que ça va venir dans un deuxième pack ou plus tard, ou peut-être qu'il y en a un autre dans un pack. Moi j'en ai pas vu d'autres en fait. Mais voilà, vous voyez que là on est qu'à 8 pics mais on s'est posé plein de questions.
Et on s'est déjà commit dans beaucoup de choses. On s'est commit dans les couleurs, on s'est commit dans ci, on sait qu'on a énormément besoin de fixeurs, bref. Ça va pas être une draft facile, ça. Je pense que je prendrai la 1 vol, moi. Si je dois rester dans le bleu, je prends la 1 vol. Voilà, je continue pas plus loin. Parce que je voulais juste faire les 8 premiers pour recommencer. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il en reste un, 7. Il en reste un. Et en dernier pic, je pense que je prends régulière, peu importe. On s'en fout. C'est pas très intéressant là. Alors commence. J'en refais encore une table. Et ensuite, on fera le Nipes Dungeon. Ok, bon bah alors là le first pick, on est tous d'accord. Donc ça serait Gront, puisque c'est un spoiler quand même. Après, admettons que ça soit une rare de merde, qu'est-ce que vous piquez? C'est un site en fait, Flicas. Donc admettons que ça soit pas Gront. Qu'est-ce que vous prenez? Pas mal de choix là. Diplomate porte-artifice, carrément. Ouais. Mentor of the Flames de l'autre. Ouais. Ah, le diplomate il est à la côte. Alors, je suis pas un grand fan du diplomate pour être honnête. Et ben moi ce que j'aurais piqué dedans. Alors à votre avis quel aurait été mon pic à moi, tiens. On va voir s'il me connaissait bien. Kraken Guard, je pense que c'est le moins bon. Enfin, c'est pas le moins bon, c'est une bonne carte. Mais je pense pas que j'irai vers ça. Ah merde, ça pique. Ah. J'aurais piqué le mentor vert. Après, je peux comprendre le diplomate. Après, moi, j'ai jamais eu de vrai succès avec lui. Donc voilà, moi je pense que j'aurais pris le mentor vert parce que le reste du pack, il n'y avait rien de vert à part la petite concubine. Et que voilà, je pense que ça aurait été bien de prendre le vert à ce moment-là. Mais vos propositions étaient toutes bonnes. Ça impliquait juste diverses choses, quoi. Moi j'aurais pris le mentor vert. Ça impliquait pas mal de choses derrière. Moi j'aime bien float, j'aime bien forcer les autres en disant ok vous prenez ça, moi je prends le reste. Moi, c'est vraiment c'est vraiment comme ça que je draft actuellement. Pas forcément pour Bunoshi d'ailleurs. Pas forcément pour Bunoshi. Mais il marche très bien avec Bunoshi aussi. Ok, deuxième. Donc là, ça nous a fait pique Gront, comme ça au moins c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on pique là? Admettons qu'on a eu Gront, qu'est-ce qu'on pique en deuxième? Bon, c'est simple, c'est super simple comme choix. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît moi. Ah merde, on n'a pas le temps, j'ai mis sur 30 secondes. On va la refaire, on va la refaire. J'ai mis sur 30 secondes, ça marchera pas, ça va me saouler. On peut pas discuter. On va la refaire. On la refait, on la refait. 180 secondes. Voilà. Allez, on est reparti. Donc là, la rare, c'est ingénieur ingénieux. Alors quels sont vos pics là? Et qu'est-ce que ça implique? Wakizashi pour Sheden. Ingénieur ingénieux. Moi je pense que je prends l'ingénieur ingénieux, si c'est la rare. Après, admettons que ça soit une rare de merde. Wakizashi la meilleure carte. Clairement. Il y a un autre choix possible. Quel est l'autre choix possible de Wakizashi? Sans la rare. La rare est une rare de merde. Quel est l'autre choix qui a une certaine logique? Wakizashi c'est le pic, ok, d'accord. Je prendrais ça moi. Mais il y a autre chose quand même. Pour dire que vous pouvez avoir d'autres idées.
Non, la sentinelle pour float, c'est pas une carte assez puissante pour float. Clairement pas. Il y a une autre carte qui est très forte dans le truc. L'Overdriver, c'est pas mal quand même. Hein. L'Overdriver, c'est pas mal parce qu'il n'y a rien d'Arthos à côté. Donc l'ingénieur ingénieur, il n'y a rien qui est vraiment bon en Arthos à côté de ça. Et l'Overdriver est très très bon. Hein. Donc je prendrai Wakizashi. Bastion, il y a Préservation et Awakening quand même. Donc il y a des autres cartes blanches dans le pack. C'est fort aussi, mais je pense que Bastion est moins fort qu'Overdriver déjà. Euh, Overdriver est clairement une carte qui peut vous faire gagner. Hein. Voilà. Alors après c'est une carte qui revient, mais quand vous jouez Arthos, vous avez envie d'en avoir un ou deux. C'est possible. Je pense que je pique Wakizashi, mais c'est possible. Bon, bah là c'est l'évidence. Hein. Mais bon, admettons... Bon là c'est évident, ça serait moustique, ça va être trop facile. Admettons que j'ai piqué l'Overdriver comme je le voulais. Là j'ai le Hornetbot, d'accord? Et derrière, j'ai un électroïde. Et derrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible en fait. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que, vous voyez, c'est ce que je disais entre prendre une carte qui est moins forte mais envoyer des signaux. Si vous laissez passer Wakizashi, le mec à côté de vous, il va le prendre. Est-ce qu'on est d'accord que si vous laissez passer Wakizashi, le mec il va le prendre, il va se mettre sur noir. Or noir, avec quoi ça s'allie pas très bien? Avec Arthos. C'est-à-dire que le deuxième pack, le mec à qui vous avez passé le Wakizashi, il y a quand même de fortes chances qu'il vous laisse passer des Arthos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que c'est pas stupide en fait de laisser passer Wakizashi. Quelquefois vous pouvez vous permettre de laisser passer la meilleure carte si la deuxième carte est pas très représentée, pour que les mecs qui sont comme ça sur la gauche, vous ayez de fortes chances que sur le deuxième pack ils vous gavent. Alors bien sûr il faut pas prendre une carte abusément moins forte. Overdriver est moins fort que Wakizashi, c'est une évidence, mais c'est pas non plus stupide comme carte par rapport à Wakizashi. C'est pas non plus super mauvais. Ah, peu importe, on s'en fout. Parce que je prends ça. Voilà, un truc comme ça. Oui, je sais qu'un général était laissé. Je dis juste que si c'est pas la rare et qu'il y avait juste le cas entre Wakizashi et Overdriver, je voulais juste vous montrer que Wakizashi était la meilleure carte, mais il faut réfléchir aussi en termes de si je laisse passer le Wakizashi, le mec va le prendre, Wakizashi. Le mec va partir noir et va me laisser les Arthos au deuxième pack. Je sais que c'est pas une réflexion qui est naturelle, mais sincèrement, quelquefois, réfléchir comme ça vous donne les nuts en draft. Réfléchir comme ça en termes de ok, si je leur montre des packs où il n'y a pas la couleur que moi je draft, alors le deuxième pack il va être pour moi. C'est une façon de draft. Ça veut dire que je draft pas la value. Si vous draftez la value, vous prenez Wakizashi, point barre. On n'en parle plus. Vous voyez? Les deux sont bonnes. Les deux façons sont bonnes. C'est juste un style de draft, on va dire. Allez, dernière. Toute dernière. Ok, donc là la rare c'est le talisman. Alors quel est votre pic? Banner Bunny pour Anthracite. C'est un choix dans ce que j'ai dit, mais le truc c'est que Battle Bunny c'est vraiment une carte qui peut vraiment revenir. C'est pas un mauvais choix dans ce que j'ai dit, dans le sens où tu prives de vert tout le monde. Mais en fait, le pack est tellement hétéroclite que t'as pas vraiment besoin de priver de couleur. Le pack est pas d'une excellentissime qualité là.
Si on pique la value, je pense que Cypris c'est le meilleur. Euh... Battle Bunny pas mauvais aussi, mais je pense que Cypris est vraiment au-dessus là, hein. Il y a un autre pick qui est possible, mais qui est super dangereux, mais qui est un peu, c'est high risk, high reward. Le talisman de Vitae, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si vous piquez le talisman et que vous vous mettez en tête d'essayer de construire un Farni, moi je peux vous assurer que talisman sur table ça vous fait gagner avec Farni. Instantanément quasiment. Alors évidemment, c'est super risqué parce que là on fait quasiment tout. Tu choisis l'archétype, tu te commits et puis voilà quoi. Mais au pire, si vous êtes ton kill, vous dites je draft rare. Et après si vous êtes malin, vous dites je peux peut-être en faire quelque chose. Vous voyez? Ouais, je pourrais pas. Là clairement, si c'était le Cypris, on aurait fait jackpot. Hein. Et là même si j'avais drafté ça avec la chance éventuellement de jouer Farni, je pense que je me serais retourné et j'aurais pris la Valkyrie. Donc là, admettons qu'on ait pris le Cyprist comme vous vouliez. Je pense qu'on prend la Valkyrie, on est tous d'accord. Quel est le problème de ce pack en fait? Moi ça me ferait peur d'avoir un pack comme ça. Je veux dire, si j'ai pris Cyprist, un pack comme ça me fait peur. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'humains. Parce que là il y en a plein. Il y a plein de bons choix. Il y a plein de bonnes cartes. Ah, alors il y a des gens qui piqueraient Herald devant Valkyrie. Ça c'est intéressant. Très sincèrement, ce serait pas une mauvaise chose. Hein. Pique Herald devant Valkyrie, c'est pas stupide du tout. Hein. C'est pas stupide. Mais bon. Si je suis parti dans mon idée de Farni et que je vais jusqu'au bout, là j'aurais piqué le Recovery Specialist et j'aurais été content de mon choix. Parce que là, vous dites ah t'as pas pris le Cyprist, tu dois pas être content de voir un pack comme ça. Au contraire, le fait de pas avoir pris le Cyprist, je serais super content de tomber sur un pack comme ça en fait, hein, je pense. Parce que là je pense soit Recovery Specialist, soit Reactor Bot, je pense même que je prends le Reactor Bot avant. Et puis je les laisse se démerder sur humain. Je veux dire, battez-vous sur humain, rien à foutre, vous allez être 4 sur humain, pas de problème, laissez-moi le reste. Oh. Alors là, évidemment, vous allez dire, oui, mais attends, depuis tout à l'heure, t'aurais drafté humain, t'aurais les notes, c'est vrai. C'est le côté, c'est le désavantage. Alors voilà, ça c'est assez génial ces pics parce que ça vous montre un petit peu les plus et les connes de faire comme je fais parfois. Je le fais pas tout le temps, mais je le fais souvent. Quand vous faites comme ça, laissez passer le meilleur, c'est quelquefois vous vous rendez compte qu'en fait, si vous l'aviez drafté, vous auriez le meilleur deck. Donc à chaque fois, c'est un petit peu un pari de dire, ok, je les laisse se battre. Et puis moi je vais récupérer le reste. C'est-à-dire que vous faites un pari sur le deuxième et troisième pack. C'est-à-dire que votre premier pack vous allez float, vous allez choisir un truc, un archétype qui est sous-pique, qui est sous-représenté plutôt que sous-pique, en espérant que les gens vont comprendre vos tels. Parce que si jamais vous avez des types qui draftent rare à côté et qui draftent n'importe quoi et que les jeux humains ils vont jusqu'au bord de la table, vous allez rien comprendre à ce qui va vous revenir. C'est là qu'on est dans la merde quand on flotte comme ça. C'est là qu'on est dans la merde quand on draft le sous-représenté. C'est que quand on voit le deuxième pick, on se dit mais attends, mais il n'y a rien de ce que je veux qui revient. Tu dis soit les mecs ils ont rien compris, soit ils étaient AFK, soit ils ont drafté rare. Soit ils sont mauvais. Ça marche aussi. Scrapper, si je pars sur Farni, c'est pas Scrapper que je veux je pense. Hein. Je pense que Scrapper j'en veux pas en fait. Si je pars sur Farni. C'est assez mauvais avec Farni pour être honnête. Bon. Après, l'avantage c'est que je peux très bien prendre le flag Scrapper et me dire bah au pire je pars sur Bertram. Voilà. Au pire. Pyro. J'ai fait ça vite fait. Ah. Tiens. On est dans un cas là où, admettons, je peux drafter artefact. S'il y a un queue de blood qui m'arrive comme ça par miracle, évidemment qu'on le prend quand on joue Arthos. Hein. Parce que le queue de blood qui est. Merde, le queue de blood qui est bleu-rouge, ça suffit. Hein. Le life drain c'est bien, mais un rage 1 bloquable ça me va très bien aussi. Hein.
Ah, il y a de la merde. Là, il y a de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Alors là, hein, ça n'arrivera jamais des drafts comme ça, hein, je vous assure. Avec autant d'humains, ça n'arrivera jamais. Peu importe en fait ce que je pique. Là, c'est juste pour. En fait, il y a que les premiers pics qui sont viables. Parce que là, genre une Cracking Gold qui arrive, merci le bot. Hein. Évidemment que ça n'arrivera pas. Bref. Tout ça pour vous dire quand même. Enfin, j'espère que j'ai beaucoup répété ce soir, mais j'espère que ça vous a fait un petit peu réfléchir sur le fait que quand vous piquez en draft, vous impactez les 7 autres joueurs. Et vous pouvez, de la même façon que quand on joue, vous pouvez forcer les décisions de l'adversaire, vous pouvez pousser quelqu'un à drafter d'un côté ou de l'autre, et donc vous en retirer des bénéfices. C'est un aspect qui est pas souvent, enfin, qui n'est pas compris par les joueurs intermédiaires et débutants en draft, mais c'est important. C'est important. Voilà. Bien. Et ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais cut, en espérant que l'émission vous a plu. En espérant que ça vous a mis des mots sur ce que vous saviez déjà, que ça vous a fait un petit peu réfléchir, que peut-être que vous allez pouvoir expérimenter des choses, peut-être que vous allez faire plus attention dans les prochaines drafts. Si ça vous a plu, j'essaierai de partir plus encore dans ce genre d'explications. Donc là c'était une émission qui n'était pas spécialement destinée aux débutants, plus à des gens qui ont déjà draft. Si ça a plu, eh ben j'en ferai d'autres, tout simplement. Et sinon j'en reviendrai aux bases pour les gens qui veulent un petit peu accrocher le train.